Et bonjour, bienvenue dans cette Equity Talk FAQ. Aujourd'hui, un petit peu changement de registre. On ne va pas forcément débattre ou brainstormer sur des débats du contexte d'actualité, etc. On va vraiment répondre à l'ensemble des questions que vous nous avez posées et des questions qui sont autant sur l'equity, sur le business, sur nous-mêmes, etc. Donc on a une liste de questions et on va pouvoir justement un petit peu les passer en revue et surtout pouvoir vous répondre. Donc en tout cas, n'hésitez pas s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, mettez-les dans les commentaires, comme ça on pourra tout simplement pour un prochain Equity Talk pouvoir vous répondre. Je vais démarrer, Johnny, si tu veux, sur la première question, qui est comment vous est venue l'idée du private equity et notamment l'investissement en start-up. Alors, c'est une bonne question. D'où nous est venu un peu ce monde-là du private equity. Avec Johan et Johnny, on a commencé l'aventure business avec une agence de marketing digital. Donc, en gros, on faisait du marketing pour les entrepreneurs qu'on accompagnait, c'est-à-dire webinaires, pub Facebook, pub YouTube, copywriting, etc. Et on gérait à peu près 25, 30 clients, etc. Et à un moment donné, je vais dans le bureau de Johan et Johnny et je leur dis, mais les gars, là, je vais avoir un appel avec une personne et est-ce que je ne lui proposerais pas de prendre des parts plutôt dans sa boîte à la place de lui proposer une prestation de service. Et donc là, Johan et Johnny me regardent et me disent tente, vas-y, franchement, fais-le, propose-lui. Vraiment, tu lui dis qu'on ne fait plus de marketing en prestation de service, mais qu'on fait vraiment, on prend des parts dans un projet parce qu'on a vraiment envie de s'investir, etc. Et donc, c'est là que je me dis, tiens, je vais tenter. C'était un gars qui avait un e-commerce, qui rachetait un e-commerce, et donc on voulait justement s'inclure en equity avec lui à l'intérieur. Et donc, finalement, je fais le rendez-vous. Je reviens vous voir et je dis il a dit oui. Ouais. Et je dis maintenant Johnny, comment on fait pour prendre des parts? Et là on se dit mais en fait c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a peut-être la valo de la boîte à faire, les cessions de parts, les pactes d'associés, des trucs. On se dit on va faire simple. On va commencer à faire le boulot et ensuite on verra. Bon, finalement on a pris un peu la mauvaise décision parce que cette personne nous a retourné en fait, a pris tout ce qu'on a fait et est parti avec tout ce qu'on a fait. Donc premier conseil en tout cas, c'est de toujours signer les documents de cession de parts, pacte d'associés avant de faire quoi que ce soit niveau boulot. Donc voilà comment nous est venue l'idée du private equity, c'est parce qu'on en avait un petit peu ras-le-bol de vendre notre temps contre de l'argent. On voulait vraiment rentrer dans un système qui pouvait grandement nous enrichir. Et aujourd'hui, le private equity est le moyen le plus rapide parce que vous pouvez prendre des parts dans des entreprises en échange de votre expertise, tout en étant rémunéré dès le début. Alors la deuxième qui nous a été posée, c'est pourquoi le private equity comme type d'investissement, pas l'immobilier, la bourse, matières premières, crypto, etc. Très bonne question qu'on a répondu déjà dans plusieurs vidéos. Tout simplement parce que l'investissement du private equity est l'investissement le plus rentable et le plus stable. On touche un pourcentage qui est environ entre 20 et 30%. Donc, forcément, c'est le plus rentable. Le plus stable parce qu'on investit dans une société. C'est de l'investissement qui est tangible. Donc, pour moi et pour nous, c'est vraiment l'investissement le plus stable. Après, pourquoi? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a envie d'investir sur des personnes. L'investissement startup, on investit sur un entrepreneur, on investit sur un projet, on investit sur une technologie. Donc il y a aussi une histoire derrière, il y a une vision. Alors qu'en crypto-monnaie, en bourse, en immobilier, finalement on investit sur quelque chose d'intangible, de la spéculation, etc. Sur de la startup, c'est pas spéculatoire. C'est vraiment le projet, c'est vraiment la vision. Nous, voilà, c'est vraiment un investissement qu'on préfère, autant pour sa rentabilité, pour sa stabilité, mais aussi pour l'image que ça reflète derrière. Et je veux bien rebondir sur cette question. Au-delà de tout ça, c'est aussi une thématique qu'on maîtrise beaucoup parce que l'investissement startup, c'est surtout de l'investissement dans des entreprises. Et comme nous, on vient vraiment du terrain, on a accompagné tellement d'entreprises, autant dans le monde startup que corpo, que web entrepreneur. Pour nous, on sait développer des boîtes. On sait mettre en place des process, des systèmes, on sait répondre à toute la chaîne de valeur de l'entreprise, la prospection, candidature, vente, recrutement, livraison, finance. Et donc forcément, pour nous, c'est encore plus facile de rentrer dans ce monde-là de l'investissement en private equity, tout simplement parce qu'on sait développer des boîtes. Et donc forcément, c'était l'élément le plus tangible pour nous pour pouvoir y aller. Exactement. Troisième question. Allez, vas-y. Comment investir en private equity? Alors,
Ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, comment vous pouvez investir dans le private equity? Il y a plusieurs options. Le premier, vous pouvez le faire avec la méthodologie qu'on partage dans Equity Mastermind, qui est prendre de l'equity en échange d'expertise, tout en étant rémunéré dès le début. Ça, on a fait tout simplement le plus simple pour moi. Je vous renvoie sur la keynote du private equity en échange d'expertise. Donc, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez voir un de nos replays. Donc ça, c'est vraiment un des moyens. En anglais, on appelle ça le sweat equity. C'est vraiment, je rentre dans ta boîte parce que j'ai une expertise, j'ai une compétence, j'ai un réseau, et donc je prends ça en échange de parts de ta boîte. Donc c'est la manière la plus, je dirais, simple de pouvoir rentrer dans du private equity en échange d'expertise. Le deuxième, vous avez du private equity de manière classique, c'est-à-dire du financier. C'est-à-dire vous avez de l'argent et vous voulez tout simplement le placer dans des startups. Et donc ça, tout simplement, vous pouvez le faire sur plusieurs façons. Soit vous avez de l'argent et vous passez par des fonds de gestion, des sociétés de gestion, des fonds d'investissement qui vont placer cet argent pour vous. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent les startups, parce qu'ils ont peut-être une connaissance plus optimisée d'une compétence métier qu'à ce marché-là de la startup, et tout simplement parce que peut-être que vous voulez investir en private equity, mais que le monde du scaling business, marketing, vente, finance, etc., c'est pas ultimement votre monde, et donc vous voulez quand même aller avec des gens qui puissent vous rassurer. Donc vous pouvez le faire par des sociétés de gestion. Ou de l'autre, vous pouvez le faire tout simplement par vous-même, c'est-à-dire vous avez de l'argent, soit vous allez vers des startups dans des incubateurs, etc., vous rentrez en contact avec eux, vous discutez avec eux, vous dites tiens, est-ce que tu aurais besoin d'argent? Je crois en ton projet, j'ai confiance en toi et j'investis directement dans la startup. Vous pouvez faire de cette façon-là. Ou alors il y a une autre façon que vous pouvez faire aussi, qui a bien été démocratisée ces dernières années, c'est le crowdfunding. Et donc tout simplement, vous dirigez, vous tapez crowdfunding France, des conneries comme ça, et vous tombez sur différents sites de crowdfunding, et où là, on vous propose des projets et vous pouvez directement investir dessus. Donc voilà un petit peu les moyens. Et pour répondre à la question de comment investir en private equity, peut-être, je ne sais pas s'il y a la question après, mais peut-être j'y réponds maintenant. Combien faut-il pour investir directement en private equity? Je pense qu'en termes d'apport en industrie, c'est-à-dire en échange d'expertise, vous pouvez y aller dès que vous avez une expertise. Et de l'autre, en termes financiers, je pense que vous pouvez démarrer, vous pouvez même démarrer petit, hein, vous pouvez démarrer avec 1 000 euros, vous pouvez commencer petit à petit, voilà, mais je dirais au moins 1 000 euros. Ça sert à rien de mettre un peu moins, il faut au moins mettre 1 000 euros. Et pour ceux qui ont un peu plus d'assises, je dirais business, n'hésitez pas à taper, je pense, pour ceux qui peuvent se le permettre, taper dans les dizaines de milliers d'euros pour commencer. Des 10, 20, 30, 40 000 pour commencer à avoir un beau retour dessus et petit à petit pouvoir monter. Donc voilà. T'en as oublié un, comment investir? Je te laisse rebondir dessus. Juste envoyez-nous un message en vrai. Exactement. Si je dis, c'est-à-dire passer par des fonds d'invest. Ouais, mais du coup, il y a le nôtre, il faut le dire. Exactement, donc oui. Ouais. Si vous voulez passer par un fonds d'investissement, autant nous envoyer un message. C'est pas pour vendre notre produit, mais c'est surtout pour qu'on puisse vous expliquer comment fonctionne l'investissement dans une société de gestion. Voilà, en vrai, là, on rigole, mais si vous voulez en savoir plus sur comment investir dans un fonds d'investissement, envoyez-nous un message où on mettra tous les liens en bas. On rigole pas parce qu'en plus, l'appel est complètement offert. Bien sûr. C'est-à-dire, bien sûr, il faut être sérieux. C'est pas vous nous appelez pour avoir des infos, c'est-à-dire vous voulez vraiment investir, mais l'idée, c'est que cet appel est complètement offert et l'idée, c'est d'aller mesurer votre capacité de financement et derrière de voir les thématiques qui vous inspirent. En tout cas, nous, si vous suivez notre chaîne, vous savez que les thématiques qui nous plaisent le plus, c'est les transformations sectorielles et les transformations qu'on peut avoir dans le monde avec l'IA, l'intelligence artificielle, le Web3, blockchain, fintech, etc. Donc si vous êtes aussi un entrepreneur ou un particulier qui a envie d'avoir un petit peu du financement et surtout de l'argent placé dans ces nouveaux secteurs-là, venez nous voir, l'appel est complètement offert et on peut définir votre projet ensemble sur ça. Exact. Je fais la prochaine. Quelles compétences faut-il pour investir en private equity? Très bonne question ça. Je pense que tu vas rebondir après. Compétences. En fait, il y a deux possibilités. Soit vous investissez, comme l'a dit Max, dans une entreprise en échange d'expertise. Là, il vous faut une expertise de type marketing, de type finance, en tout cas une expertise niche. Ouais. Maintenant, si vous voulez investir du financier dans une startup, la compétence globale, c'est vraiment savoir analyser une startup. C'est avoir de l'argent, déjà d'une, mais pour bien placer cet argent, soit vous l'investissez, comme on l'a dit avant, dans un fonds d'investissement
chez nous ou dans un autre, et là, vous n'avez pas besoin de compétences à proprement parler, juste du financement. Si vous investissez en tant que business angel ou de votre propre holding, etc., là, il faut un peu plus de compétences, que ce soit business général, d'analyse financière, de valorisation, etc. Parce que là, c'est très technique. Et là, on va chercher, voilà, il faut des compétences en levée de fonds, savoir lire des chiffres. Si vous êtes en pré-seed ou en seed, enfin voilà, c'est vraiment des compétences de levée de fonds et de business général, de savoir si le secteur il est porteur, si la valorisation est bonne par rapport au secteur. Donc voilà, là, c'est un peu plus pointu, je dirais. Je sais pas Faut être un excellent entrepreneur. Ouais, C'est-à-dire c'est ça, ouais. qu'un business angel, c'est généralement une personne qui a eu des business, qu'il a Ouais, c'est un ancien revendus. entrepreneur, C'est un exactement. ancien entrepreneur, et même sous une forme, Il est toujours, se considère toujours comme bien sûr. entrepreneur. Mais c'est ça où il faut faire attention. La plus grande compétence que vous pouvez avoir, pour moi, j'entends dans le private equity, c'est la compétence de pouvoir faire fédérer des personnes autour d'un projet en commun. Mais ça, c'est une grande compétence qu'ont les grands entrepreneurs. Et donc derrière, vous avez deux chemins. Soit j'investis tout seul, j'ai de l'argent, et je vais dans une start-up, soit tout seul, j'ai une expertise et je l'échange contre des parts d'entreprise et je fais mon expertise à l'intérieur de cette boîte, soit derrière, je peux avoir des fonds, un petit peu, entre 1 000 € et plus, et là je passe par des sociétés de gestion comme nous, où nous on va faire le boulot en amont justement pour parler de tout ça, mais en même temps vous allez être avec nous, on va vous prendre la main pour vous montrer comment on analyse les bilans, comment on choisit les bonnes entreprises, etc. Et ça va vous permettre de vous faire évoluer dans aussi vos compétences métiers et compétences d'investisseur aussi. Donc voilà un petit peu sur quelles compétences il faut avoir pour investir dans le private equity. Comment savoir si la startup dans laquelle nous investissons peut devenir une licorne? Alors ça, on vous renvoie vers une de nos equity talks qu'on a fait justement sur ça. Pour moi, je dirais, il faut que ce soit un produit il faut qu'il y ait une technologie derrière, que cette technologie soit adossée à de l'intelligence artificielle ou alors dans un domaine blockchain, Web3, etc. Il faut que ce soit une distribution mondiale. Il faut que le produit soit applicable et duplicable dans cette distribution mondiale à chaque pays. Il faut que ce soit un produit qui soit digital, donc ça peut être modèle SaaS par exemple. Et de l'autre, il faut, et ça c'est plus un critère humain, il faut que pour moi, l'entrepreneur, en fait, comment dire, si on veut avoir une licorne, il faut déjà que l'entrepreneur ait un état d'esprit de J'allais licorne. rebondir là-dessus. Et donc, si vous voulez, le premier truc qu'on voit, donc il y a les critères factuels, KPI de ce qu'une licorne peut représenter, mais il y a les critères vraiment de savoir-être de l'entrepreneur. Et vous savez de suite le tempérament d'un entrepreneur, si c'est un mec qui va casser la baraque, ou alors, en fait, si ça va être un entrepreneur lambda, et ce qui est complètement OK d'être un entrepreneur lambda, mais ce que je veux dire, c'est que derrière chaque licorne se cache une licorne, en fait, c'est-à-dire un entrepreneur licorne derrière. Il faut être solide. Et une très très bonne stratégie de levée de fonds au début. Parce que sur une licorne, il y a plusieurs tours de table. Et il faut être très solide dans la stratégie de levée. Oui, parce que la plupart des licornes sont des boîtes qui n'arrivent pas à lever au début, tellement qu'elles sont disruptives. Parce qu'elles sont en fait, c'est tellement des technologies énormes qu'ils ne peuvent pas s'autofinancer. Donc, ils lèvent des fonds en pré-revenu, en pré-seed. Donc, c'est très compliqué de lever de l'argent. Donc là, forcément, c'est très compliqué et ils n'arrivent pas à lever de l'argent. Vous prenez toutes les licornes en général, galèrent énormément à lever de l'argent. Donc on peut aussi se baser là-dessus, même s'il faut faire super gaffe à ce KPI-là. Ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment une distribution de marché. Après, tu les as tous dit, on va pas... Après, juste pour rappeler une licorne, si tu peux rappeler ce que c'est une licorne. Une licorne, c'est une entreprise qui est valorisée à 1 milliard d'euros. 1 milliard ou plus, ouais. 1 milliard ou plus. Et après, on a même des décacornes, où là, c'est des boîtes qui sont valo à plus de 10 milliards. C'est ça. Etc. Donc après, peut-être 100 milliards, doit y avoir d'autres choses. Là, c'est autre chose, quoi. Pas le même délire. Mais en tout cas, on peut voir des patterns, c'est-à-dire que chaque start-up licorne, on peut potentiellement dire que ce sont des pré-licornes. C'est-à-dire que, parce qu'avant d'arriver à un statut licorne, vous le voyez directement aussi en pré-seed avec le montant de valo. C'est-à-dire que si on a une boîte en pré-seed qui a fait aucun chiffre, il n'y a pas de techno, il n'y a rien, et il y a déjà une valo à plusieurs millions d'euros, on peut se douter qu'ensuite, quand va y avoir une traction, une preuve de marché, etc., qui va être fait, les valos, ça va exploser. Après, il faut faire gaffe à qui a fait cette valo aussi. C'est qui a validé cette valo. Parce que bon, tu peux très bien être un entrepreneur, dire c'est une future licorne, il valo à 5 millions et au final, ça vaut rien, tu vois. Non, c'est clair. Bon, après, le truc, c'est que les BA et les VC vont vite le voir et vont pas investir dedans. Donc, complètement, je suis d'accord.
J'enchaîne sur la prochaine. Sur quels critères se baser pour investir dans une startup? Très bonne question. Sur quels critères? Ça rejoint un petit peu les. Nous, on a toujours les mêmes critères, que ce soit pour une licorne ou pour une startup lambda. On se base sur les mêmes critères. Donc, la scalabilité de la boîte, la scalabilité du produit, avoir, si possible, un modèle par abonnement, des technologies qui nous ont, qu'on préfère, hein. Après, on ne dit pas que c'est les meilleures. Nous, on a des technologies qui sont, qu'on préfère. Et en général, c'est des technologies qui sont porteuses. Une team solide. En vrai, nous, c'est après. En fait, il faut savoir que dans l'investissement startup, il y a plusieurs stades, hein. Il y a le capital risque, capital développement. Et il y en a d'autres. Mais en gros, capital risque, c'est de la pré-seed seed. Donc, on est souvent en pré-revenu ou post-revenu, mais très faible. Donc, ce n'est pas les mêmes critères qu'en post-revenu sur du développement. Sur la série A, on n'aura pas les mêmes critères que sur de la pré-seed. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte aussi, hein. Mais en tout cas, sur du capital risque en pré-seed seed, nous, ce qui va vraiment différencier sur une startup, c'est une team solide, un produit scalable, un produit qui est mondial, euh, et un deck solide. Et est-ce que j'en oublie un autre? Après, c'est un peu les critères qu'on a dit Ouais, c'est les critères qui correspondent à une licorne, hein, les c'est pareil. critères qui correspondent à une licorne. Et derrière, ça va être aussi, pour moi, des métriques de rapidité, de savoir faire du cash. C'est-à-dire, on a la techno, en combien de temps on peut générer du cash. Ouais. Et donc, derrière, c'est là où c'est très important parce qu'il y a beaucoup de startups qui lèvent des fonds, mais qui ne sont pas rentables. J'ai échangé avec un gars qui voulait rentrer dans Equity Mastermind, qui a sa startup depuis 10 ans et ils viennent à peine d'être. Ils sont au point mort. Et je me dis, une startup qui met 10 ans après avoir levé 15 millions et qui est au point mort sur le truc, je me dis il manque vraiment de compétences entrepreneuriales pour savoir faire du cash. Il manque un truc. Parce que pour moi, si on lève 15 millions, il faut que derrière ça fasse du chiffre d'affaires. Après, il faut savoir pourquoi c'est pas rentable, tu vois. Si c'est vraiment de la R&D, voilà, c'est ça, exactement. Trucs, etc. S'ils sont pas rentables parce qu'ils n'arrivent pas à vendre suffisamment, là il y a un vrai problème. Oui, non, c'est ça. Mais oui, je te rejoins complètement sur ce critère-là aussi. Ouais. Donc voilà. Les métriques financières, quoi. Ouais. Et ensuite, pour les critères, il y a aussi ce côté, ce qu'on appelle le check feeling, côté très intangible, avec comment on va ressentir l'entrepreneur aussi. Parce que vous pouvez avoir une boîte qui va lever 10, 20, 30, 40, 50 millions. Si le mec à l'intérieur, là, dans sa tête, il y a un truc qui flingue à un moment donné, il y a tout qui tombe. Parce que si c'est lui le leader de la boîte, c'est vraiment compliqué de pouvoir ensuite relever la barre. Et c'est pas les investisseurs qui vont aller prendre le rôle de CEO après dans la boîte. Ouais, puis il y a une vraie pression, hein. Quand tu te retrouves avec 5-6 fonds d'investissement au board, c'est plus le même truc. Il faut tenir, quoi. Ouais. Prochaine question, comment sortir de l'opérationnel et se dégager du temps pour créer un écosystème d'entreprise en private equity? Alors, c'est une très bonne question, c'est une de mes questions préférées et c'est une des plus complexes. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la plupart des entrepreneurs ont évolué dans un niveau business où on leur a toujours dit développe un produit ou un service et derrière, troque ce produit ou son service contre ton temps contre de l'argent. Donc on se rend compte qu'on a beaucoup d'entrepreneurs dans le service qui font du done for you ou du done with you, qui sont à la place des clients et qui ont un business qui ne sont pas ultimement scalables. Pourquoi? Parce que leurs business dépendent d'eux-mêmes sur deux critères. Un, leur temps et deux, leur expertise. Et donc c'est très compliqué quand on a un mode solopreneur, c'est-à-dire la personne qui fait tout dans son activité, de pouvoir scale son activité. Pour ça, on a besoin, si vous voulez vous dégager du temps opérationnel, vous devez faire évoluer votre identité. Et donc de pouvoir ensuite passer de solopreneur par exemple à chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui pense en qui et pas en comment. C'est pas comment je vais le faire, c'est qui va le faire. C'est quelqu'un qui pense process. C'est voilà une action qui est répétée, comment je peux faire pour ne plus la répéter. Et c'est quelqu'un qui décorrèle son temps de l'expertise fournie et ensuite c'est quelqu'un qui arrive à trouver d'autres personnes qui ont une expertise complémentaire à lui, mais que l'entrepreneur ne veut pas avoir. C'est là où il y a la subtilité. Et donc c'est la force de cet entrepreneur chef d'entreprise qui ensuite fédère les personnes pour pouvoir faire le boulot et pour pouvoir développer son entreprise, pour ensuite rentrer dans la nouvelle identité ou l'identité suivante qui est celle d'investisseur. Et là où vous avez pu mettre en place des systèmes process dans votre entreprise, vous avez généré du chiffre d'affaires, vous faites du bénéfice, etc. Cet argent-là, vous allez ensuite pouvoir le mettre dans des modèles d'investissement, et là qui sont multiples, de la bourse, à crypto,
l'immobilier et le private equity en mode business angel, etc. Et c'est sur ces modèles-là où ensuite vous allez tout simplement pouvoir vous développer au fur et à mesure de votre activité. Mais vraiment sortir de l'opérationnel de son business, ça demande vraiment, et on le dit souvent dans Equity Mastermind, c'est de s'autoriser à lâcher une part de son bébé. Parce que beaucoup de gens ont leur boîte et n'osent pas laisser d'autres personnes rentrer au capital pour se dégager du temps à eux. Et le plus beau cadeau qu'un entrepreneur puisse se faire, c'est de comprendre la phrase suivante, c'est de se dire que lâcher un bout du gâteau, finalement, fait grossir le gâteau plus qu'autre chose. Donc vraiment, le meilleur moyen que vous avez de pouvoir sortir de l'opérationnel, c'est prenez quelqu'un qui va prendre votre place, lâchez-lui des points de votre boîte, vous créez la vision d'écosystème que vous voulez développer, rachat d'entreprise, private equity en échange d'expertise, private equity en échange de financiers, etc. pour vous rentrer dans ce modèle de chef d'orchestre et donc d'être vraiment en haut de votre business et de pouvoir ensuite diriger vos boîtes en dessous. C'est des trucs qu'on pourrait parler 150 ans. C'est beau ce que tu as dit. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, de toute façon, si vous voulez toujours en savoir plus, rentrez en contact avec nous. Regardez la keynote aussi qu'on a fait sur la prise de part en entreprise. J'en parle pendant 1h30. Donc, mais voilà un petit peu comment sortir de l'opérationnel. C'est le gros sujet, ça. Exact. Prochaine. Comment recruter un DG ou CEO pour mettre en gérance ton entreprise? Ça rejoint un petit peu la question que tu as dit avant. Alors après, moi, c'est pas spécialement mon rôle, mais je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, mais je dirais c'est vrai que c'est mon rôle sur ça. C'est un feeling. Moi, je dirais juste, je réponds à la question, mais c'est vraiment un feeling que tu aurais avec ce DG-là. Trouver quelqu'un. Tu vois, je pense que l'erreur première, c'est de trouver quelqu'un qui te ressemble. Ouais, c'est ça, d'avoir la peur de se dire, vu que le gars va prendre ma place, tu vois, j'en parlais avec un membre l'autre jour, qui est en train de mettre un DG sur une de ses boîtes pour dégager du temps, c'est un vrai sujet. Et il est trop contrôlant dessus, tu vois. Ah oui. Peur qu'il fasse une erreur, il veut qu'il lui ressemble, il veut qu'il soit aussi assidu que lui. Et en fait, c'est un salarié qui est déjà en poste. Et du coup, il voit les erreurs qu'il fait, il se dit non, il ne pourra pas être DG, tu vois. Mais je dis là, il est salarié, il n'est pas DG. Donc quand il sera DG, il va peut-être prendre d'autres responsabilités. Il faut que tu aies une vraie formation, quoi. Ouais. Si tu veux rebondir, je te laisse. Il y a un élément important lorsque vous voulez recruter, que ce soit un DG ou n'importe qui en fait dans l'entreprise. C'est déjà il faut définir une fiche de poste. Derrière cette fiche de poste, il faut définir des missions. Derrière ces missions, il faut définir le rôle du poste. Et derrière le rôle du poste, ensuite, il faut lister les différentes tâches. Sur les différentes tâches, ensuite, il faut faire un plan à 30 jours et un plan à 60 jours quand vous recrutez. C'est-à-dire, voilà les résultats que j'attends de toi à 30 jours, voilà les résultats que j'attends de toi à 60 jours. Et donc derrière, ensuite, forcément dans le recrutement, il faut toujours avoir le choix. Et donc, ce n'est pas recruter une personne, c'est faire un recrutement. Et donc dans un recrutement, quand vous avez 2 personnes, c'est plus un choix, c'est une décision. Quand vous avez plus de 2 personnes, ça devient tout de suite un choix. Et donc vous avez besoin de pouvoir prendre différents candidats que vous allez auditer de manière à pouvoir ensuite les faire passer dans le filtre de la fiche de poste. Une fois que vous avez sélectionné les personnes qui collent à cette fiche de poste, vous allez pouvoir y travailler sur une étude de cas. Et donc l'étude de cas, là, c'est la seule limite, c'est l'imagination. Par exemple, si vous recrutez un DG, un truc super que vous pouvez mettre en place, c'est venir passer une semaine de mise en situation dans l'entreprise en mode, écoute, étude de cas, t'es DG de la boîte, démerde-toi. Et voir et analyser de loin ce que la personne va faire. Une période de test. Oui, une période de test, mais genre, imagine Johnny, je te recrute, je te dis, tu sais quoi, pendant une semaine, t'es le DG de M2J, débrouille-toi. Et là-dessus, c'est là où tu vois si la personne dit ouais, mais par où je commence, s'il dit par où je commence, etc. Non. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de ce qui s'appelle le général Patton, qui était un général du commandant de l'armée des États-Unis, comment il recrutait ses commandants. Il lui disait tu es commandant, tu diriges l'équipe, et la personne à chaque fois lui posait la question de oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Et il lui répond un commandant commande. Et donc un DG gère la boîte. Et donc, il n'y a pas forcément de pouvoir de tâche à donner ultimement. Et c'est là où pour un DG, c'est les postes à haute responsabilité. Je dirais même que c'est à ceux que vous recrutez qui doivent eux-mêmes faire leur fiche de poste. Parce que demain, vous avez un DG, c'est lui qui doit encore mieux connaître votre boîte, finalement, et la manière de pouvoir la structurer. Donc, le meilleur moyen de pouvoir recruter un DG,
c'est justement le check feeling, d'avoir un Ouais. bon gars et un gars qui nous impressionne aussi sur sa manière de gérer, etc. Donc voilà un petit peu Intéressant. pour ces questions. Prochaine question. Quel type de profil pour choisir un DG ou un CEO? Je crois que j'ai répondu en fait Ouais, directement à ça rejoint. à cette question. Pour moi, mais peut-être je peux accentuer dessus, comment choisir un profil d'un DG ou un CEO? Pour moi, il doit avoir une notion de rêveur et de faiseur. C'est-à-dire que ça doit être un gars qui doit être un visionnaire. C'est un gars qui doit vraiment pouvoir prendre votre vision et même voir plus loin que vous. Et c'est ce que je partage dans la keynote sur la prise de part. On me dit beaucoup, mais comment tu fais pour prendre des parts dans des boîtes? Personne ne te lâcherait les points de ta boîte. Je dis, si vous arrivez à rêver plus grand et plus loin que l'entrepreneur qui se trouve en face de vous, vous allez amener une valeur perçue beaucoup plus grande qui va légitimer le fait qu'il a pour la question qu'il soit DG, ou alors dans l'equity que vous puissiez prendre des parts. Donc quel type de profil, en tout cas nous on prend pour des DG, c'est des DG visionnaires. Prochaine question, comment je peux augmenter la valorisation de mon écosystème actuel? Ouais, Plus pour toi, cette question. ouais, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs choses. Comment on augmente une valorisation? Il faut augmenter l'actif parce que forcément, l'actif d'une société augmente la valorisation parce qu'il y a une valorisation, c'est fait sur plusieurs principes. C'est fait sur la croissance de la boîte. Donc, il faut qu'en fait, l'écosystème ait une croissance. Il faut que ça soit un écosystème qui communique entre elles, c'est-à-dire d'avoir un groupe qui a plusieurs sociétés en dessous, mais ces sociétés sont en corrélation. Si elles ne sont pas en corrélation, votre groupe ne va pas prendre de valeur forcément. Si c'est en corrélation, vous augmentez le flux d'argent entre chaque société, ça augmente la valorisation. Augmenter l'actif de chaque boîte, augmenter le potentiel de chaque boîte, le potentiel de scaling de boîte, augmenter même faire de la fusion-acquisition, ça peut être du rachat. Et si vous voulez, c'est vraiment une croissance constante. Si vous avez une boîte qui n'a jamais évolué en 5 ans, qui n'a pas un chiffre d'affaires croissant, il n'y a pas de valorisation vraiment. La valo ne va pas augmenter significativement. Si par contre la société en 3 ans, elle prend 20, 30%, 40% de chiffre d'affaires en plus chaque année, forcément, quand vous allez vendre une valorisation à un commissaire aux apports, vous allez lui dire, voilà, mais moi, je scale ma boîte d'année en année. Voilà, c'est pour ça que je valorise mon écosystème à temps. Et avoir, c'est pareil, en fait, on prend les mêmes critères que startup, mais avoir des technologies, avoir des brevets, avoir des marques déposées, avoir une marque forte, avoir une communauté, tout ça, ça vaut de l'argent. C'est vrai que je parle beaucoup d'actifs à chaque fois vraiment tangibles, mais avoir une communauté, avoir plein de choses comme ça fait augmenter la valo significativement du groupe, quoi. Prochaine question, comment une entreprise peut dire oui pour ouvrir son capital sans que vous ameniez de financier? Super intéressant comme question, c'est ce que je disais justement juste avant. C'est vraiment le fait, lorsque vous avez un entrepreneur qui vous lui proposez justement de l'equity, la vision va être au cœur de la proposition de valeur que vous allez lui faire. C'est-à-dire que pour quelqu'un dise oui sans que vous mettiez de financier, il faut qu'il ait une valeur perçue par rapport à l'expertise que vous allez ramener ou à l'expertise d'autres personnes que vous pouvez inclure dans cette aventure, qui fait qu'il a une vision lointaine des actions qui vont pouvoir être mises en place. Lui, dans son conscient, ces actions-là mises en place et le résultat potentiel qu'il peut avoir a une valeur, et cette valeur ensuite va légitimer le fait qu'il ouvre son capital là où vous pouvez prendre des parts dans sa boîte. Je donne un exemple un petit peu classico. Je vais donner un exemple dans le milieu startup et un exemple dans le milieu corporate, par exemple. Dans le milieu startup, disons que vous avez un start-upper qui vient vous voir en pré-seed, il n'a pas encore levé et vous avez des compétences en finance et dans votre réseau, vous avez des gens qui font du marketing. Disons que vous pouvez lui amener une expertise en lui disant que déjà jamais il pourra lever avec cette boîte parce que son pitch deck il est rincé, parce que sa valorisation elle n'a aucun sens et parce que derrière l'équipe est bancale par exemple. Et donc vous pouvez lui dire écoute en fait ça c'est un frein à l'accessibilité de tes rêves et de tes résultats. Donc moi, je t'amène mon expertise, si tu veux, je peux prendre en compte toute la partie financière, etc., que la plupart des entrepreneurs n'aiment pas, et donc forcément, ça va plaire à cet entrepreneur. Et donc ça peut avoir une valeur perçue. C'est-à-dire que, imaginez un start-upper qui voudrait lever 1 million d'euros, mais qui, parce qu'il a un manque de connaissances ou un manque d'expertise, n'arrivera jamais à lever 1 million, derrière vous, la valeur perçue que vous avez,
c'est 1 million d'euros sur cette valeur perçue. Donc forcément, comme vous êtes celui qui va pouvoir lui amener ces 1 million d'euros de levée, vous allez pouvoir facilement lui dire bah écoute, je peux prendre 10 points de ta boîte, c'est-à-dire à hauteur de 100 000 balles. Et là, la personne se dit ok, je lâche 10 points 100 000 pour 1 million. Mais l'entrepreneur, vous n'allez pas le faire arrêter sur 1 million d'euros de levée. Vous allez lui dire ensuite, il y a le round 2, le round 3, le round 4, etc. Et ensuite, le cash qui est mis dans la boîte, il faut le manager, il faut avoir un tableau de tracking, etc. Et donc, vous allez augmenter votre valeur perçue. Ce qui fait que finalement, les 10% que vous allez prendre vont être complètement légitimés. Et donc, c'est là ensuite où vous pouvez prendre des parts dans la boîte et derrière, avec votre réseau, tout simplement pouvoir amener en mode chef d'orchestre, dire bah voilà, moi je connais cette personne qui va pouvoir te coacher en marketing, en vente, etc. De l'autre, dans un milieu corporate, pour prendre des parts dans une boîte, finalement on se rend compte que c'est la même mécanique. Disons que je ne sais pas, on a un cabinet d'expertise comptable on a envie de prendre des parts justement dans la boîte. La personne peut être OK, mais se dit, mais finalement, pourquoi je vous lâcherai des parts de ma boîte? Mon entreprise tourne, etc. Et donc, forcément, j'ai besoin de pouvoir avancer, mais qu'est-ce qui me fait dire qu'avec vous, on va réussir? Derrière, vous pouvez très bien dire à cette personne, OK, pas de souci, ce qu'on peut faire, c'est très bien créer une autre structure à côté, où on s'associe tous les deux à 50-50, par exemple, et nous, par rapport à l'expertise qu'on a en marketing et en acquisition, on va le mettre sur cette société où on va développer des clients. Lorsqu'on arrive je sais pas, à 30 clients par exemple en plus dans le cabinet, on fait une fusion justement des deux boîtes qui nous permet de pouvoir ensuite intégrer l'entreprise dans lesquelles on a pris des parts. Donc voilà un petit peu la manière de pouvoir en fait de prendre des parts dans des boîtes, du moins de faire dire un oui à la personne, parce que en fait tout simplement vous allez l'aider à avoir une vision que lui-même n'a pas aujourd'hui et que par rapport à cette vision, vous avez le plan d'action nécessaire et surtout le réseau nécessaire pour pouvoir y aller. C'est pour ça que je dis toujours, la plus grande compétence qu'on peut avoir, c'est pouvoir être une personne qui fédère vraiment un groupe de personnes vers une direction en commun. Et surtout, quand vous prenez des parts dans des boîtes, vous n'avez pas besoin d'avoir, vous, toutes les expertises. Vous avez seulement besoin, vous, d'être une personne qui sait mettre les autres à la bonne place. Voilà pour cette question. Très clair. Fou. Très, très clair. L'autre question, c'était quel type d'entreprise aller cibler pour prendre des parts en échange de mon expertise? Je vais faire un truc très simple. Il y a deux types de boîtes en fait. Il y a les sociétés à cash flow et les sociétés à cash out. Pour moi, après ça peut se débattre, mais pour moi, quand on prend des parts dans une société en échange d'expertise, on va plus aller chercher du cash flow parce que les sociétés avec un exit potentiel et une forte valorisation sont souvent les startups, les sociétés qui ont du potentiel et c'est quand même plus dur, même si on l'a fait, mais c'est plus dur de prendre des parts en échange d'expertise dans une startup, sauf si on arrive au bon moment, je suis d'accord, Ouais. mais ça reste quand même assez compliqué. Ouais, ça demande d'abord faire de l'equity dans des boîtes plus traditionnelles. C'est ça, c'est très compliqué. Même si c'est possible, hein, tout est possible, mais pour une personne qui débute, je dirais commencer par une société à cash flow qui n'a pas une grosse valorisation, où on peut rentrer facilement avec un montage facile, parce que prendre des parts pour zéro, quand il y a une boîte qui est valorisée à 10 millions, c'est juste impossible. C'est pas possible. Ou alors, ce sera de l'apport en industrie, mais C'est pas revalorisable voilà, après. on peut pas revendre nos parts, etc. Donc, très compliqué. Donc pour moi, c'est vraiment des sociétés qui ont une petite valorisation, qui ont un fort potentiel de scaling et de cash flow, des boîtes qui sont rentables, des boîtes qui vendent un produit qui est super rentable, une bonne marge, même un infoproduit, ça peut... voilà, c'est vraiment cette typologie de boîte que j'irais cibler si j'étais débutant. Et après, pourquoi pas aller dans la startup, mais là avec, ou potentiellement faire un hybride entre, voilà, je t'apporte une connaissance, mais je t'apporte aussi du financier, mais finalement, je fais baisser la valorisation de la boîte parce que j'emmène une expertise. Donc en fait, je fais un hybride, ce que fait beaucoup de business angels d'ailleurs. Ça, c'est possible. Ouais, complètement. J'ose sûrement dire aussi, il y a dans quel type d'entreprise aller. En fait, foncièrement, on peut aller dans n'importe quelle entreprise. Oui, bien sûr. Après, Et c'est aussi de pouvoir déterminer, vous, quelle est la thématique de boîte dans laquelle vous avez envie de vous diriger. Nous, on s'est très vite dirigé vers le monde de la finance parce qu'on adore ce monde-là. Mais derrière, vous pouvez très bien aller vous diriger vers
des thématiques spécifiques qui sont en lien avec ce que vous faites. Donc en fait, on peut autant prendre des parts dans des startups, dans des boîtes corporate que dans des boîtes du web. On préconise toujours, lorsque vous démarrez dans le private equity en échange d'expertise, de vous diriger vers des boîtes à cash flow, c'est-à-dire des boîtes dans lesquelles vous pouvez très rapidement faire du cash, ce qui vous permet d'avoir une sécurité, et ensuite de vous diriger vers des boîtes plus corpo et start-up, donc se diriger vers des boîtes type infoproduits, web entrepreneuriat, etc., là où vous allez pouvoir avoir très vite des retours, des gros profits, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dépenses dans ces boîtes-là. Par contre, ce n'est pas des boîtes qui sont ni valorisables ni vendables, mais ça vous permet d'engranger du cash, de rentrer dans la première mécanique d'equity pour ensuite partir vers les autres mondes. Complètement, ouais. Ensuite, quel type d'entreprise est ciblé pour prendre des parts? Donc ça, on l'a fait. Comment créer un écosystème d'entreprise valorisé à plus d'1 milliard d'euros? La réponse, ça va être vite répondu, c'est qu'il y a deux façons de pouvoir faire 1 milliard d'euros. Soit vous faites 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et donc vous développez un business, et là pour faire une boîte qui fait 1 million de CA, c'est une usine à gaz, il va falloir avoir c'est plus de centaines, des milliers d'employés en fait, des milliers d'employés, derrière avoir des process monumentaux, etc. Donc, moyen pour créer un écosystème à 1 milliard, c'est d'avoir soit une boîte qui fait 1 milliard, soit un ensemble de boîtes qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, etc. Ou soit il y a le deuxième chemin que finalement les BA, VC empruntent, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller investir dans une boîte qui va faire 1 milliard de valorisation que finalement de créer une boîte à 1 milliard. Parce qu'on parle de licorne, on dit c'est difficile d'avoir une licorne, mais c'est encore plus difficile d'avoir une boîte qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires. C'est-à-dire il y a beaucoup plus de boîtes qui font 1 milliard de valorisation que de boîtes qui réalisent 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc forcément derrière, c'est plus facile d'aller tendre vers ça. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que donc comment créer un écosystème qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires? Soit vous avez, je ne sais pas, vous avez votre holding et vous avez une dizaine de boîtes qui sont valorisées à 100 millions, et ce qui fait que la valeur globale de votre groupe est à 1 milliard, ou alors vous avez une boîte qui atteint le milliard de valorisation après avoir fait différentes levées. Et généralement, elle vient quand en fait cette valorisation? Quand s'il y a un multiple de x10, par exemple quand l'entrepreneur fait une levée de fonds de 100 millions, généralement... Après, quand tu deviens une licorne, il y a une valorisation particulière. Ouais. Ou alors si tu fais une intro en bourse, tu vois. Si tu fais une IPO... c'est vrai. Ce serait sur une IPO. Après, non, tu n'es pas obligé de rentrer en bourse, mais... ça vient sur une valo, tu sais, c'est un peu market, la licorne. Je pense que j'ai une licorne, donc je fais valo à 1 milliard, tu vois. Ouais. Donc il y a aussi tout ce chemin-là, mais globalement, en tout cas pour nous, le chemin qu'on emprunte, qui est un chemin où petit à petit on veut se diriger vers le milliard, nous c'est de pouvoir rentrer dans les critères d'investissement qu'on vous a dit d'avant, c'est-à-dire les boîtes qui vont aller faire 1 milliard de valorisation sont les boîtes qui vont complètement disrupter des marchés. Ce sont des boîtes qui en précèdent, donc dès que l'entrepreneur a l'idée, sont des boîtes qui n'arrivent pas à lever de l'argent, où c'est très très difficile de pouvoir lever. Et donc ça, c'est des signes qui font que c'est intéressant. Et de l'autre, après, c'est les boîtes qui, dès le début, arrivent assez facilement à pouvoir générer du cash. Il y a des boîtes qui font 1 milliard qui ne sont pas rentables. Je prends des boîtes genre... je prends Sorar, tu vois, des trucs comme ça. Je me demande comment ça fait du chiffre d'affaires. Je vois personne qui joue à Sorar, etc. Je me dis, c'est valo 1 milliard. Pour moi, il faut faire très attention aussi aux boîtes qui sont arrivées dans le bon timing. Parce qu'on parle de bon timing, mais on peut avoir un bon timing dans un mauvais contexte. Et je prends l'exemple de Sorar, à mon avis... Ils ont levé au bon moment. Ils ont levé au bon moment, dans le bon timing, parce qu'il y avait une hype. Mais derrière, posez-vous la question, demandez-vous, est-ce que vous avez des gens qui jouent à Sorar aujourd'hui? Ouais, pas beaucoup. Il n'y a personne qui joue. Moi, je connais personne. Je connais personne. Mais pourtant, c'est une boîte qui fait 1 milliard. Et on se dit, c'est bizarre. Il n'y a personne qui y joue, ça fait 1 milliard. Donc, il y a des notions aussi où on doit faire attention en termes de market. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on aime bien avoir des boîtes qui disruptent des marchés, mais arrivent très facilement à avoir un business model qui génère du cash. Donc, voilà pour la question. Je te laisse la dernière. La dernière. Quelle est votre vision et le plan d'action pour l'atteindre, donc le milliard, sur les 5 à 10 prochaines années? C'est très simple. On en parle beaucoup. Pour nous, ce n'est pas de créer une licorne, nous. C'est d'aller investir dans... potentiellement une licorne ou plusieurs startups du moins, avec notre fonds d'investissement, donc avec tous nos réseaux d'investisseurs et toute notre communauté.
Voilà, c'est vraiment ça notre plan pour aller potentiellement atteindre le milliard. C'est via notre fonds d'invest, enfin notre société de gestion, notre communauté et nos startups qui viennent pitcher et nos startups où on a déjà investi de l'argent, parce qu'on espère que ça sera des futures licornes. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ça notre plan d'action à nous. Ouais, complètement. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus là-dessus? C'est que la mécanique est assez simple. C'est on a notre fonds, on lève des fonds, ces fonds-là, on les place dans des boîtes. Comme nous, on a une expertise métier de marketing, vente, produits, etc., on sait développer des boîtes, bah forcément, on va avoir une notion de conseil dans les startups dans lesquelles on investit. Et donc derrière, comme on a aussi, et grâce à Johnny, une notion très poussée en finance, bah, on va arriver à structurer tout leur plan juridique, fiscal, comptable, etc. Et donc bah, forcément, après, il y a toujours le côté intangible, émotionnel de Ouais, l'espoir et de se dire, bah, bien sûr. on croit en fait juste Au à cette projet, startup, au projet, à l'humain qu'il y a derrière, et on avance justement par rapport à ça. Donc, comment nous, on va aller faire notre milliard? Je pense que ça va être fait en escalier, c'est-à-dire qu'on va avoir des ah bah boîtes oui, qui vont prendre, on va récupérer notre cash-out, ce cash-out, on va le réinvestir, réinvestir, etc. Mais en tout cas, nous, c'est notre plan d'action sur les 10-15 prochaines années. voire plus. Plus, parce qu'après, Voilà. tu fais que ça. Hein. Ah ouais, Je vois pas ce qu'il y a d'autre au-dessus après de ce que tu peux faire, à part des business passions. à Des, moins qu'on des devienne trucs que Elon Musk, tu... mais Ouais, mais ce serait business passion, tu vois. ah ouais, Tu c'est fais un ça, truc, mais... c'est ça. Donc non, nous, c'est le plan qu'on suit sur les 10-20 prochaines années. C'est lever des fonds, placer dans les startups et faire nos cash-out, récupérer l'oseille, réinvestir derrière, développer le groupe, le mouvement Equity Family. Et je dirais avoir un impact, développer un branding aussi. Ouais, C'est pour ça qu'on fait les vidéos. C'est pour pouvoir démocratiser un petit peu ça au plus grand nombre, d'aider chaque exact. entrepreneur, parce qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui galèrent finalement que de ceux qui réussissent. Donc ceux qui réussissent, ça veut dire qu'ils ont pigé un truc que d'autres n'ont pas pigé. Et donc après, derrière, c'est juste de retransmettre ce message d'une manière à ce que chaque entrepreneur puisse le comprendre et évoluer dans le chemin entrepreneurial qu'il a envie de vivre. Exact. Voilà, Très bien dit. ça clôture cette Equity Talk FAQ. Exact. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Donc en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez-les dans la barre de commentaires et on se retrouve très rapidement. À plus tard. À très bientôt.